Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Donc rapidement, on va d'abord avoir un dialogue avec trois très grands spécialistes évidemment de ces sujets, mais surtout des personnes qui portent en elles, je dirais, l'interdisciplinarité, ce qui est aussi le sel d'Engage. Philippe Grandcolas, qui est expert et directeur de recherche au CNRS et qui est aussi auteur, il nous en parlera. Marie-Sara Denis, je ne sais pas trop comment la présenter, Marie-Sara. C'est à la fois une microbiologiste, une designeuse et une artiste, et elle nous parlera de tous ces volets. Et enfin, Clément Pourtal, qui lui est récemment devenu documentariste sur les sujets liés à la biodiversité. Je voudrais donc je les ai présenté les différents intervenants, et finalement, je voudrais qu'on débute avec Philippe. Philippe, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Il a une faconde, une capacité à parler, et puis surtout, il a cette capacité chevillée au corps de convaincre, que ce soit des personnes travaillant en entreprise, des politiques, et il fait un travail remarquable là-dessus. Et la première question que je voudrais te poser, Philippe, c'est est-ce que le vivant, finalement, est-ce qu'il est si mal en point? Il en est où, notre petit vivant? Alors notre vivant, déjà, il est mal perçu en fait. Notre vivant, on le voit avec des stéréotypes très souvent. Hein. Si on fait un micro-trottoir dehors et qu'on dit qu'est-ce que vous évoque le mot biodiversité, la plupart des personnes sondées, je pense qu'elles vont vous parler de grands mammifères africains ou de la forêt amazonienne. Effectivement, c'est bien de la biodiversité. La biodiversité, c'est la diversité du vivant. C'est la différence génétique entre les individus, la différence liée à l'évolution qui a eu lieu entre les espèces. Et puis la différence entre les assemblages d'espèces, parce qu'elles n'interagissent pas au hasard. Hein. Il n'y a pas n'importe quel insecte qui butine n'importe quelle fleur, n'importe quel champignon qui vit avec n'importe quel arbre. Et tous ces éléments-là, en fait, ne sont pas très bien perçus. Moi, j'ai un quiz que je fais très souvent au début des présentations sur la biodiversité pour essayer de briser ces stéréotypes. Donc je montre 3 objets, une table, un pantalon et puis une tasse, voilà, les voilà, et une tasse en argile. Et je demande aux gens qui sont là, quel est le point commun? Alors bien sûr, comme on parle de biodiversité, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui a trait à la biodiversité, mais c'est pour vous rappeler que même dans notre vie quotidienne, une table en bois, elle est issue d'un arbre. Le pantalon, la plupart du temps, il est en coton, en lin ou en laine, donc c'est aussi une fibre issue du monde vivant. Et puis la tasse en argile, je ne fais pas allusion au contenu café, thé ou chocolat, qui est biologique bien sûr, je fais allusion au fait que l'argile, c'est le résultat de la dégradation des roches silicatées par des microbes. S'il n'y avait pas de vie sur Terre, il n'y aurait pas d'argile. Et donc en fait, finalement, le vivant, il est autour de nous, très proche. Il est dans notre assiette quand nous mangeons, mais c'est l'assiette aussi elle-même, finalement, paradoxalement, ce qui nous habille. Hein. Et ça, on a du mal à s'en rendre compte. Aussi, un autre élément intéressant, c'est de dire, voilà, on pèse tous 2 kilos de bactéries qui nous sont indispensables. Donc le vivant, ce n'est pas l'espèce humaine, l'éléphant, le grand arbre, l'abeille, hein, c'est aussi les interactions et ce qu'on a en nous-mêmes et qu'on ne voit pas. Et malheureusement, effectivement, aujourd'hui, parce que nous ne le percevons pas, parce que notre culture occidentale nous extrait du vivant, hein, en règle générale, on revient à la nature, mais on n'est pas dedans, on a tendance évidemment à le maltraiter, et des rapports internationaux de plateformes analogues au GIEC, l'IPBES, ont synthétisé toute la littérature scientifique qui montre que d'ici 30 ans, on a 1 million d'espèces qui vont vraisemblablement disparaître, qui sont sur la trajectoire de l'effondrement. À la limite qu'il en reste quelques individus ou pas du tout, le problème sera le même. On aura perdu presque 10-20% de ce qui existe sur la planète. Alors c'est une perte éthique. Hein, quand on dit à une conférence de scolaires qu'à mon âge, ils n'auront plus d'éléphants, ni de lions, ni de girafes, ça crée un choc quand même, hein, parce que ce sont des éléments qu'on pense permanents. Hein, on pense qu'il y en aura toujours, et non. Et au-delà de ça, il faut aussi se rendre compte que c'est non seulement une perte éthique, parce qu'on n'a pas le droit d'hypothéquer ce qui appartient à nos enfants, ce qui n'appartient même pas à nos enfants, mais ce qui ne nous appartient pas, mais ce dont nos enfants pourraient être témoins. Il y a aussi une perte fonctionnelle. Et on parle beaucoup d'aléas du climat, parce que vous avez tous été témoins de canicules, d'inondations liées à des pluies excessives qu'on peut attribuer statistiquement à des dérèglements climatiques. Mais on ne parle pas d'aléas de biodiversité. Et pourtant, il y a une maladie émergente qui apparaît tous les 14 à 16 mois parce qu'on a mis l'homme en contact avec des écosystèmes en les fragmentant.
Il y a un problème de cycle de l'eau. On voit qu'il y a quelquefois il pleut pas assez, mais pourquoi l'eau ne reste pas disponible? C'est pas seulement parce qu'il pleut pas assez, c'est parce qu'on a supprimé la couverture végétale ou qu'on a endommagé les sols qui sont pas capables de retenir l'eau parce qu'il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus d'insectes qui créent ce qu'on appelle ce complexe argilo-humique. De la même manière, on est très fiers de notre agriculture industrielle. On entend très souvent des rodomontades sur le mode, voilà, aujourd'hui, grâce à l'agriculture, on nourrit 8 milliards d'êtres humains. Mais aujourd'hui, une grande part de cette production industrielle, qui a des externalités négatives épouvantables, elle est destinée à l'élevage du bétail, qui ne profite qu'à une toute petite portion de l'espèce humaine, et en plus qui lui gâte sa santé. En réalité, une grande part de cette production alimentaire, elle pourrait être faite de manière beaucoup plus proche, en circuit court local. Et aujourd'hui, même cette production industrielle, elle est sous perfusion d'intrants, mais elle plafonne. Tout simplement parce qu'à force de traiter mal les sols, de traiter mal les pollinisateurs, de traiter mal l'environnement de manière générale, ces cultures, alors si ce sont des cultures céréalières, elles n'ont pas besoin d'être pollinisées, mais par contre elles dépendent des sols et du climat, ces cultures en fait commencent à plafonner. Aujourd'hui, le Corn Belt américain, il est endommagé. Aujourd'hui, la production de blé en Europe commence à baisser. Voilà. Et aujourd'hui, la France est à 60% d'autonomie vivrière uniquement. Et la plupart des fruits et légumes qu'on fait venir d'autres pays de l'Europe sont produits avec de grosses difficultés liées aux aléas climatiques. Et en plus, ces fruits et légumes, en fait, sont produits la plupart du temps hors saison, de manière quasi hydroponique, ce qui est complètement absurde. Donc on est aujourd'hui dans un schéma de biodiversité qui est vraiment dévoyé et dans lequel on se trouve de plus en plus mal. Et malheureusement, ces aléas, on ne les perçoit pas de la même manière qu'on ne perçoit pas cette biodiversité dont je vous parlais, la tasse en argile, le pantalon ou la table. On ne perçoit pas non plus les aléas de biodiversité. Et moi, j'avais un journaliste ce matin qui m'interviewait pour un journal qui me demandait quand est-ce qu'on aura des points de bascule sur la biodiversité. Mais les points de bascule, ils sont déjà là. Ils sont déjà là quand on est obligé d'amener des ruches dans un camion-citerne, dans un semi-remorque pour polliniser des vergers en Amérique du Nord. Ils sont déjà là quand on est obligé, quand un grand producteur de tomates hydroponique en France élève des bourdons, tous semblables génétiquement, pour polliniser les pieds de tomates. On y est déjà au point de bascule, mais on ne s'en rend même pas compte. Et donc, voilà où on en est avec cette biodiversité. Si tu veux bien, on parlera tout à l'heure des biais dont tu voulais parler. Et on va passer maintenant la parole ou la musique ou le micro à Marie-Sarah. Mais avant que l'on discute un peu tous les deux et tous ensemble, tu voulais qu'on commence par un film. Si ça te va, c'est ça qu'on avait prévu, Marie-Sarah, rappelle-toi. Ouais, alors on va faire ça. En fait, en dessous, il y a des traductions en anglais, mais je vais vous lire en français ce que ça dit. Donc c'est en fait comme une émanation du monde microbien qui s'adresserait à nous, les humains, et qui dirait « Je n'ai pas de visage car je suis la totalité du monde vivant. Je suis son passé, son présent et son futur. Je suis ce qui est, et je n'ai pas à me dévoiler pour t'apparaître, puisque je suis partout où tu poses ton regard. Si je me présentais à toi tel que je suis réellement, je t'éblouirais. Si je rappelais à moi tous les sujets de mon royaume, je t'engloutirais. Je ne peux prendre forme qu'en empruntant des chemins détournés, à travers des échos, des reflets, des visions. Sache que je t'échapperai toujours, tout en te possédant entièrement de la tête aux pieds, lové entre tes orteils et tes aisselles, pelotonné dans tes narines, sur ta langue et dans la moiteur de ton sexe, encanaillé jusque dans les replis de ton intestin, encastré dans chaque fraction de ton épiderme où je monte la garde face à l'ennemi véritable. Je suis partout, mais tu ne me vois nulle part, car tes yeux ne peuvent me suivre dans les profondeurs microscopiques, les profondeurs interdites du monde microscopique. J'y règne avec les miens à travers des coopérations antédiluviennes. De là, nous tirons les ficelles de la vie, ARN et ADN, composant et recomposant à loisir le théâtre du monde où tu interprètes, comme le font les autres vivants, la partition que nous avons écrite pour toi. C'est encore là, soustraite à ton regard, que nous mettons au point dans le plus grand secret les recettes antiques qui permettent à l'ensemble de la vie de se maintenir et de se frayer un chemin sans jamais renoncer devant aucune intrigue. Cet ordonnancement du monde implique aussi de faire de la place à l'inconnu. Toi qui ne jures que par l'ordre, tu oublies que le désordre est une composante essentielle à la vie, qui a certes besoin de stabilité, mais qui nécessite aussi une fraction de chaos et d'imprévisibilité pour se continuer dans le temps, évoluer, se transformer et résister aux périls nombreux qui se présentent à elle.
Je suis le maître de l'ordre et du désordre. Je suis l'un et l'autre. C'est moi l'étranger, l'impur, celui que tu crains et repousses, alors même que je suis en toi. Accepte-moi, accepte-toi dans toute ton étrangeté, dans toute ta multiplicité. Alors seulement tu goûteras à ce sentiment de plénitude, car tu seras parcouru de vie, comme l'univers est peuplé d'atomes. Bon, c'était un peu long en fait par rapport au texte. C'était pas très long, c'était très beau, on peut t'applaudir d'ailleurs, c'était très joli comme moment. Alors toi, Marie-Sarah, tu es cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Pili, dont tu vas rapidement nous parler. Et puis tu viens aussi de créer une exposition qui s'appelle Gloire aux microbes. Alors peut-être pourrais-tu nous parler de ce lien entre cette activité de Pili, de start-up, et cette exposition? On va découvrir, je vais passer ça, tu vas voir, rien. Hop, ça va être absolument rapide. Alors c'était avant. Ouais. Voilà. Enfin bon, de toute façon, tu pourrais les passer comme tu veux. Oui. Pili, en fait, c'est une entreprise aujourd'hui qui est au stade pré-industriel, dans laquelle on met au point une nouvelle manière de fabriquer de la couleur, celle qu'on porte aujourd'hui dans nos vêtements, celles qui sont utilisées pour les peintures, ailleurs, etc., qui aujourd'hui sont d'origine pétrochimique. Et nous, on les produit avec des bactéries qui transforment leur nourriture par fermentation, donc du sucre principalement, mais des déchets agricoles aussi, et qui transforment ça en pigments et en colorants qu'on peut utiliser ensuite dans toutes ces applications et qui émettent beaucoup moins de CO2. Ça dépend des molécules, mais par exemple là on produit un indigo, celui-ci là, justement, qui est vraiment l'indigo des jeans et qui permet d'économiser plus de 50% de CO2 dans sa production, et plein d'autres choses évidemment qui sont hyper importantes avec ça. Et en fait, chez Pili, depuis toujours, on sait qu'il faut trouver évidemment des solutions techniques à cette crise, mais qu'il y a un autre versant, beaucoup plus en amont, sur les imaginaires, qui est tout aussi important. Et depuis le début, on mène des projets comme ça, qui sont des projets qui permettent de changer aussi les récits, et pas juste par fantaisie, en fait, mais parce que les histoires qu'on se raconte changent notre manière d'habiter le monde. Et aujourd'hui, on a des récits qui sont plus du tout opérants par rapport à cette crise du vivant. Et moi, particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est les microbes. Tu en as un peu parlé, Philippe, parce qu'ils sont presque jamais évoqués, alors que c'est la clé de voûte des écosystèmes. Il n'y a aucun vivant qui pourrait survivre sans son cortège de microbes. Et ils sont là en plus depuis la nuit des temps. C'est eux qui ont commencé la vie à 3,8 milliards d'années. Donc on peut vraiment les voir comme une sorte de résidents permanents de la vie, alors que nous, on est des sortes de passagers transitoires. Et on a développé un mépris et une peur pour eux, qui est tout à fait compréhensible, puisque évidemment, en fait, on prend conscience de leur existence que quand on tombe malade. Mais ça veut dire aussi que c'est pour ça que je vous ai lu ce petit texte avant, qui est aussi une invitation à penser contre nous-mêmes et à faire de la place pour cet autre qu'on a décidé de voir un peu comme un ennemi, alors que la plupart du temps, en fait, tout le reste du temps, quand on n'est pas malade, à chaque microseconde, on leur doit la vie, parce qu'ils sont à l'origine de plein de choses au niveau physiologique, métabolique, etc., qui sont extraordinairement intéressantes. Et d'où l'exposition. Voilà. Et au moment de la pandémie, c'est cette espèce de détestation des microbes, c'est évidemment accentué. Et ça m'a donné envie En plus, on était dans un espèce de discours guerrier, on est en guerre, l'ennemi invisible, etc. Vraiment, on avait tout. Et donc, je me suis dit, je vais reprendre cette rhétorique, mais la renverser. Et donc, j'ai poussé ce cri de guerre, qui est aussi un cri d'amour, donc gloire aux microbes, qui est donc un manifeste que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, qui a été publié dans Socialterre, et dans laquelle je disais au contraire tout ce qu'on devait aux microbes. Et donc, je faisais un espèce de panorama de tout ce qu'on... Aujourd'hui, ce qu'on devrait savoir, qui devrait être vraiment dans un vocabulaire commun, quoi. On est vraiment analphabète en termes de microbes. Si on sort dans la rue faire un petit sondage, comme tu disais, là, vraiment sur les microbes, je pense qu'on aurait des réponses qui sont à peu près les mêmes que celles de nos ancêtres à l'époque de Pasteur. Donc il y a un problème, c'est-à-dire que les scientifiques font des découvertes extraordinaires sur les microbes et nos imaginaires stagnent complètement. Et à partir de ce texte, parce que c'est très bien les mots, moi je crois beaucoup à la force des mots, mais on est quand même dans une société aussi de l'image, et je crois qu'on peut faire des très belles images qui sont frappantes. Et donc je suis allée chercher 12 artistes
Donc tout ça, je l'ai fait au sein de Pili, puisque justement, on a des couleurs qui sont donc un support idéal pour véhiculer ces histoires à propos des microbes, mais donc support matière produite par les microbes eux-mêmes. Donc comme ça, la boucle est un peu bouclée. Et donc, bon, là, on voit très très mal, mais il y a donc ces 12 dessins. Peut-être qu'on peut se rapprocher de un dessin. Enfin, je pense que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais peut-être plutôt vous décrire celui d'après. Mais on voit pas très bien. Celui-là, à la limite, on voit assez bien. Celui-là te convient? Oui, et notamment parce que ce qui est intéressant, c'est que donc là, ça s'appelle la catastrophe de l'oxygène, et ça raconte un épisode il y a très longtemps, il y a 2,4 milliards d'années, où des bactéries se sont mises à émettre de l'oxygène, qui est une molécule qui a été en fait extrêmement nocive pour la plupart des êtres vivants à l'époque. Ça a tué 99% des formes de vie sur Terre, donc c'était une hécatombe absolue. Mais c'est aussi un moment où il y a eu la possibilité pour d'autres formes de vie d'émerger, et notamment la nôtre, donc les eucaryotes, les plantes, les champignons, les animaux, qui en fait ont pu se développer parce que suite à cet événement cataclysmique, cet oxygène, il s'est aussi combiné pour faire de l'ozone, ça a créé la couche d'ozone. Donc là, on voit que les microbes, en fait, sont aussi à l'origine de quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la terraformation, c'est-à-dire que de manière presque démiurgique, en fait, comme des entités mythologiques, ils ont façonné, en fait, les paysages dans lesquels on vit, les êtres vivants, puisqu'ils nous ont donné... on a 8% de notre ADN qui est d'origine virale, avec laquelle on fait notamment le placenta. Enfin, il y a tellement de choses qu'ils ont façonnées à tous les niveaux. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette catastrophe de l'oxygène, c'est que l'enfer des uns, c'est toujours le paradis des autres. Et donc, même ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, ce n'est pas du tout un truc relativiste, mais c'est très important, d'autant plus pour tenir à ce monde dans lequel on est, de se dire que c'est un enfer pour nous, mais ce sera le paradis pour d'autres. Et ça ne veut pas du tout dire qu'on doit baisser les bras, mais ça veut au contraire dire que... Enfin, moi, je n'aime pas quand j'entends, par exemple, qu'il faut sauver la planète. Parce que, en fait, la planète, la vie continue. Elle continue depuis 3,8 milliards d'années. C'est nous qui sommes très fragiles. C'est les êtres, entre guillemets, les plus complexes qui sont très fragiles. Mais les êtres unicellulaires sont les plus résilients. Ils sont passés à travers tous les cataclysmes. Et donc, je trouve que c'est des êtres qui sont fascinants aussi pour ça. Et voilà, cette espèce de fenêtre qui était posée dans le paysage, en tout cas c'était un espèce de coup d'œil sur le passé, mais aussi un coup d'œil sur l'avenir et cette crise qu'on voit venir et dans laquelle cette fois, nous, on est responsable de ce qu'on fait, contrairement aussi à nos bactéries qui ne savaient pas du tout ce qu'elles faisaient en mettant de l'oxygène. D'ailleurs, c'est assez drôle de se dire que c'est parce qu'il y avait trop d'oxygène que les êtres sont morts à l'époque. Et ensuite, j'ai aussi... eu envie d'en faire une exposition, donc il y avait ce rouleau de 30 mètres de texte et toutes les sérigraphies, donc chacun des dessins que vous voyez ont été reproduits en sérigraphie avec cet indigo, et chacune de ces histoires est accompagnée par un texte que vous pouvez retrouver sur le site de Gloire Microbe. Et d'ailleurs, on aura la chance de retrouver cette exposition de Marie-Sarah lors du Festival du Vivant, Festival Vivant, je crois qu'on l'appelle, au printemps prochain, ici même. Donc vous aurez la chance de découvrir cette exposition qui est vraiment absolument magnifique, très belle, très profonde scientifiquement, mais aussi artistiquement. Je voudrais qu'on passe à toi, s'il te plaît, Clément. Et avant de passer à toi, on va là aussi regarder une petite vidéo. Voilà. Donc je vous demande de la regarder avec nous. Je m'appelle Clément Portal. Avec The Blue Quest, je pars à la rencontre d'initiatives de protection marine à travers le monde pour mettre en avant leurs actions et les personnes qui y travaillent. Cette fois-ci, je pars au Mexique et plus précisément en Basse-Californie. C'est un lieu mondialement connu pour l'abondance de sa faune marine, à tel point que le commandant Cousteau l'avait surnommé l'aquarium du monde. Des hommes et des femmes luttent au quotidien avec différentes approches pour préserver cette zone unique. I'm Director of Conservation of Pelagios Cacuca, and we do research for conservation purposes. Hoy vamos a salir para tratar de capturar algunos ejemplares de tiburones y poderlos marcar. La comunidad acá se dedica a la conservación. Our goal is been using the data to protect the whale sharks. I think that ecotourism is not only a way to save economically different places and communities, but it's a way to make people love nature. Alors Clément, c'est quoi ce film, alors que tu nous parles de ce que tu fais de façon plus générique?
Alors ça, c'est le teaser du film qu'on a fait en 2020, qui est sorti en 2020, qui était le deuxième documentaire The Blue Quest. Et c'était sur plusieurs initiatives de protection marine en Basse-Californie, et plus précisément sur les requins. Moi, j'ai une grosse passion pour les requins, et je voulais aller voir les scientifiques qui traitaient de ces sujets. Et donc de ce voyage est né un documentaire qui a été produit donc, avec le réalisateur Jérôme Brousse. Et l'idée derrière ça, et derrière The Blue Quest en général, c'est justement d'aller vivre avec des projets de protection marine pour mettre en avant les personnes qui y travaillent, expliquer leurs messages et mettre en avant leurs solutions. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec The Blue Quest. Ça, c'était le deuxième voyage qu'on a fait. Le premier, quand on a commencé The Blue Quest en 2017, c'était avec Benjamin Marais, qui est là ce soir, normalement. Et ça venait de justement cette idée de se dire comment est-ce qu'on aide les projets de protection marine à communiquer. Et donc voilà, l'idée de The Blue Quest, c'est vraiment d'aller à la rencontre des projets de protection marine pour mettre en avant ce qu'ils font, les personnes qui y travaillent et leurs solutions. Et c'était parti de ce constat. Quand je travaillais en agence de com, en fait, je travaillais pour des marques de plongée, des marques plutôt dans le domaine du sport. Et je voyais les moyens qui étaient mis en place pour vendre des produits. Et d'un autre côté, moi, toujours passionné de protection marine, j'essayais de me renseigner sur des projets. J'avais du mal à trouver des informations. C'était dur pour ces projets de se mettre en avant. Donc, c'était vraiment parti de ce concept de dire on va rendre visite aux projets, on va leur produire du petit matériel de communication, photos, vidéos, on va les aider dans leur communication, formation, réseaux sociaux et tout ça. Et ça a donné un premier voyage au Mozambique. Ensuite, il y a eu ce voyage au Mexique, où là, on était parti exactement dans la même idée, mais en rentrant avec tout ce qu'on avait dans les disques durs. Ce que vous avez vu là dans le teaser, c'est incroyable ce qu'on a vu en biodiversité marine en un mois là-bas. C'est des rêves qui se réalisaient, et c'est surtout se rendre compte aussi de la place de ces écosystèmes dans les vies des populations locales. Là, on s'est dit on va produire un documentaire, toujours dans cette idée d'avoir le plus d'impact possible pour transmettre le message de ces projets. C'est vraiment remettre au centre des discussions les sachants, les gens qui sont sur le terrain, les gens en fait, qui aujourd'hui détiennent le savoir, détiennent aussi les solutions. Une fois qu'on a fait ce deuxième documentaire, donc c'est des documentaires autoproduits ONG avec des tout petits budgets, ça ne rapporte pas d'argent, ça en coûte beaucoup. Donc je devais retrouver un travail, et là j'ai passé 3 ans à travailler à la fondation Pure Océan, qui s'occupe de financer des projets de recherche scientifique pour mieux comprendre l'océan. Donc là je suis passé un peu de l'autre côté du miroir, où j'étais dans l'organisation événementielle, la recherche de financement. Et c'était vraiment, vraiment passionnant, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de recherche scientifique, et particulièrement de recherche océanique, on parle de quelque chose qu'on connaît très peu. L'océan, c'est très dur à étudier, et ça coûte très cher. Donc voilà, l'idée, c'était de trouver des financements pour ça. Et en fait, j'ai retrouvé dans ce travail un peu cette déconnexion, où mon boulot, c'était d'aller voir des entreprises mécènes pour leur demander de donner des fonds qu'on allait derrière donner à des projets de protection marine. On sait que c'est difficile. Je compatis. C'est pas simple. Et en fait, ce qui est vraiment pas simple, c'est vraiment cette déconnexion. On parle de projets de protection marine qui peuvent paraître nébuleux. On va financer un projet qui va faire de la recherche sur des épaves pour savoir comment ça devient des puits de carbone. On va faire un projet qui travaille avec des communautés aux Philippines pour gérer les ressources de poissons. Donc tout ça, moi ce que je voyais aussi dans le regard de ces mécènes potentiels, aussi du grand public, c'était quelque chose qui était plutôt nébuleux, pas trop tangible. Et donc j'ai encore une fois quitté mon travail pour aller tourner ce documentaire qui a été fini il y a une semaine en fait, et qui était d'aller à Palawan pour voir différents projets de protection marine, qui cette fois travaillait sur une thématique qui était très spécifique des aires marines protégées. Moi, c'est quelque chose auquel je crois énormément, c'est un sujet qui me passionne. Et donc, c'est l'enjeu de ce nouveau documentaire qui va sortir dans pas longtemps. Donc, pour vraiment finir là-dessus, The Blue Quest, ça vise à mettre en avant les gens qui travaillent dans la protection marine, les chercheurs et les chercheuses, et de transmettre leur message au plus grand nombre. À côté de ça, on essaie aussi au maximum. Enfin, ça passe par des documentaires, mais aussi l'organisation d'événements. Et aujourd'hui, on essaie aussi d'aider ces projets à lever des fonds pour des projets spécifiques qu'ils ne pourraient pas forcément faire. Donc voilà, grosso modo, ce que Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est une démarche qui est très originale, puisque tu ne passes pas par les chemins de distribution classiques, notamment. Philippe, je voudrais revenir à toi, parce que un des sujets qui anime le défi, c'est finalement pourquoi on ne réussit pas
à être mieux, à nous reconnecter ou à nous connecter mieux au vivant. Et tu voulais parler notamment des biais qui nous empêchent de le faire, nous autres, les êtres humains. Donc je reviens un peu en arrière. Est-ce que tu voulais abonder sur cette question des biais? Effectivement, c'est pas seulement une question rationnelle, c'est-à-dire voir les conséquences de ses actes et modifier ses actes en conséquence. Pour être capable de voir les conséquences de ses actes, il faut avoir conscience de ce qui se passe autour de nous. Comme tu viens de le dire, on ne voit pas les microbes. Mais dans le vivant, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Alors, on ne voit pas ce qui est trop petit, bien sûr, et on ne le voit effectivement que quand on est malade. C'est Pasteur qui a inventé les microbes, quelque part. On ne voit pas ce qui va trop lentement. On ne voit pas l'évolution, même si l'évolution peut aller très vite. En quelques années, un insecte ou une bactérie peuvent être résistantes à une substance antagoniste, l'antibiorésistance, par exemple. Mais on ne le voit pas. C'est un peu comme si on regardait les aiguilles d'une montre. Si on regarde à quelques minutes de distance, on va voir qu'elles ont bougé, mais on ne les voit pas bouger, en fait. Et puis, on ne voit pas non plus trop les interactions. Bien sûr, vous avez vu une abeille sur une fleur, mais est-ce que vous avez déjà vu un renard attraper un rongeur? Est-ce que vous avez déjà vu les filaments d'un champignon s'enrouler autour de la racine d'un arbre? Évidemment, ça, vous ne le voyez pas. Et tous ces aspects-là, sensoriellement, tout simplement parce qu'on est des mammifères, vertébrés, primates, on n'arrive pas à les voir parce qu'on est limité dans notre perception. Puis après, il y a des aspects un peu biologiques aussi. Comme on est des mammifères primates, on a beaucoup plus de sensibilité pour ce qui nous ressemble. Les réactions de tendresse, d'empathie, elles sont d'autant plus fortes qu'elles s'adressent à des organismes qui nous ressemblent. On a de l'empathie pour un chat, un chien. Quand on voit des élevages avec des pauvres animaux qui sont dans un état détestable, on souffre pour eux. Mais si on voit par exemple un chalut qui sort des poissons de l'eau, qui sont horriblement comprimés derrière les mailles du filet, bon, ça évoque déjà pour beaucoup d'entre nous un peu moins de douleur. Et puis si on parle de la souffrance des bactéries, des champignons ou des insectes, là on est franchement peu compatissant, quoi. Alors bien sûr, on se réfugie derrière des arguments rationnels, en pensant qu'on parle d'animaux sentients quand on parle d'un chien, alors qu'un insecte ne ressent pas la douleur, n'est pas capable de s'identifier comme un être vivant à part entière, etc. Mais néanmoins, cette absence d'empathie, ça nous empêche tout simplement d'éprouver des sentiments négatifs quand on détruit un organisme vivant. Et puis le troisième aspect, il est plus culturel, c'est le charisme des organismes. Alors ça, bien sûr, ça varie selon les cultures. Si on est un Indien Tupi, un Pygmée Aka ou un Français, on va dire, banal, on n'aura pas la même appréciation du charisme des organismes vivants. Alors il y a des collègues qui ont étudié ça auprès de notre population occidentale et ils ont montré qu'un organisme charismatique, il est grand, il est dangereux, il est venimeux, il est mignon, il a la forme humaine, etc. Et de la même manière, on va s'intéresser plus à ces organismes charismatiques qu'aux autres. Dans les médias, un Français moyen voit plus de lions en un an qu'il n'y en a dans la nature. Et si on lui demande comment se portent les lions, en règle générale, la réponse est pas mal, parce qu'on en voit partout. Et on pense en plus que dans les parcs nationaux africains, avec les rangers et tout ça, les lions sont correctement gérés en termes de population. En réalité, on est passé de 200 000 lions à 20 000 lions. Et comme je le disais tout à l'heure, ces animaux qu'on voit partout, Sophie la girafe, le roi lion, Dumbo l'éléphant, etc., on les voit partout, y compris dans des splendides reportages animaliers. Et ces animaux, on les pense permanents. En réalité, ils sont tous sur une trajectoire d'extinction ou d'effondrement, en tout cas, à brève échéance. Donc ça, c'est un troisième aspect culturel. On va se préoccuper effectivement de l'éléphant ou de la girafe, beaucoup moins du renard ou du sanglier, et puis pas du tout de la cyanobactérie. Et là, vraiment, on a... On s'en préoccupe pas vraiment au quotidien de la cyanobactérie. Voilà. Oui, tout à fait, tu as raison. On va, en tout cas, et il y a un biais médiatique qui renforce cette appréhension biaisée, bien sûr, parce que dans les médias, on voit beaucoup plus de lions, d'éléphants, de girafes ou de gros arbres que de renards. Voilà, Aujourd'hui, il y a une problématique, par exemple, de manière exemplaire autour des renards. Aujourd'hui, sur les tableaux de chasse de l'OFB, on peut voir qu'il y a des centaines de milliers de renards qui sont tués chaque année en France. Voilà. Et pourquoi? Parce que le renard est un voleur de poules. Alors qu'on peut fort bien protéger des poulaillers et des renards. On le sait, les gens qui vivent à la campagne le savent très bien. Et les renards, en fait, contrôlent les populations de rongeurs et nous protègent de la maladie de Lyme. Voilà. Il y a des pays où on a fait des expériences, on a montré évidemment qu'avec beaucoup de renards, on a beaucoup moins de problèmes avec les rongeurs. Par exemple, comme on ne voit jamais un renard manger un rongeur, mais comme on voit souvent
un reste de poulet dans un poulailler dévasté, on continue à tuer des renards. Et on est affecté par la maladie de Lyme, 50 000 cas en France chaque année. Voilà. Donc, vous voyez, cette absence de perception, elle nous joue vraiment des tours. Et c'est pas seulement, voilà, c'est quelque chose qui, c'est pas seulement anecdotique, c'est pas un travail d'étude du comportement ou de sociologie, c'est vraiment un regard à changer sur la diversité du vivant. Alors, avant de passer la parole à la salle et d'ouvrir les questions, je voudrais vous poser à chacun une question courte ou une réponse courte qui appelle une réponse courte. Vous vous engagez tous les trois en tant que médiateurs pour essayer de passer un discours, pour essayer de sensibiliser par l'émotion, par différents biais, par l'écrit, par la science, par la connaissance, par l'image. Qu'est-ce que vous attendez de ce que vous faites? C'est quoi le résultat que vous aimeriez voir advenir? C'est déjà, pour commencer, c'est transmettre des messages pour qu'après les gens puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Et c'est aussi, moi dans mon cas, essayer de créer une connexion et un émerveillement. Avec, comme disait Philippe, il y a des espèces qui sont charismatiques, mais où on a vraiment une pensée qui est biaisée dessus. Aujourd'hui, on pense, des fois on voit dans les infos, il y a un requin à côté de Marseille, que la mer est pleine de requins. Aujourd'hui, il y a 90% des populations de requins qui ont disparu. Il ne reste que 10% des requins dans le monde. Donc c'est vraiment transmettre via l'image et via des histoires assez humaines, de gens qui se battent pour protéger ces milieux, les informations principales qui permettent ensuite aux gens d'agir en connaissance de cause, qui donnent aussi peut-être envie aux gens de se renseigner. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une des grosses priorités. C'est des sujets qui sont complexes, des fois on commence à effleurer, on croit qu'on tient des solutions. Il faut creuser et constamment creuser. Et on a la chance aujourd'hui, avec pas mal de médias, de types de médias disponibles, de pouvoir se renseigner là-dessus. Mais donc c'est engager un peu les gens pour avoir cette démarche de se renseigner. Moi je crois beaucoup, en effet, j'ai aucune idée de comment ça s'appelle, je suis sûr que ça a été documenté, d'effet cliqué. C'est-à-dire quand on commence à comprendre quelque chose, on n'oublie pas ce savoir, même si on aurait peut-être aimé de se dire qu'on serait plus tranquille si on l'avait oublié. Il y a plein d'exemples comme ça au niveau de la mer, pareil ce que je viens de vous dire sur les requins, sur les teneurs en métaux lourds qu'il y a dans les poissons qu'on peut manger et tout ça. Toutes ces infos-là, en fait, l'idée c'est de pouvoir les transmettre via des documentaires. Merci. Philippe? Je pense qu'il faut déjà comprendre effectivement, donc ça c'est important, ce qui ne veut pas dire que dans une démarche il y a uniquement la rationalité. Je pense qu'après il y a aussi l'appropriation, c'est-à-dire arriver à... Et cette appropriation, elle doit être heureuse. Il n'est pas question, moi je suis un petit peu gêné des fois par les termes qu'on emploie quand on appelle à une transformation sociétale. Par exemple, le mot de renoncement, pour moi, il est dangereux. Renoncement, il est polysémique quelque part, on a l'impression qu'on se prive de quelque chose. Moi, au mot sobriété, je préfère le mot suffisance. La sobriété, ça a été traduit par les traducteurs des Nations Unies, c'est la traduction de sufficiency dans les rapports internationaux. Et effectivement, on doit diminuer notre consommation, nos activités extractivistes, etc. C'est évident. Et diminuer évidemment nos émissions de gaz à effet de serre, la pression sur la biodiversité. Mais parler de sobriété, ça laisse à penser qu'il est interdit de boire un petit coup. Et la personne sobre, c'est celle... Non, on va boire un petit coup après d'ailleurs. Voilà, la personne sobre, c'est celle qui se prive pour ramener ses amis à la fin de la soirée. Alors que la suffisance, voilà, avoir suffisamment de quoi pour vivre et être heureux, c'est très chouette, quoi. Le renoncement, moi, j'ai pas envie de renoncer. J'ai envie, au contraire, de vivre bien avec des choses agréables. Les choses agréables, par exemple, c'est une alimentation saine, circuit court local de saison, bio. Et ça, c'est pas désagréable, c'est pas un renoncement. Au contraire, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Donc, je pense qu'il y a vraiment à la fois une nécessité de compréhension scientifique. Et donc ça, il y a des techniques pour ça, pour se l'approprier, parce que ça peut être compliqué, mais il y a des techniques d'appropriation, de pédagogie, de co-construction, voilà, de participation. Et c'est pas un émetteur et un receveur passif. C'est pas en vous faisant un cours magistral qu'on va arriver à motiver la société. Mais il y a aussi après un sentiment de bonheur, d'appropriation et de bienveillance. Donc, je pense qu'on manque singulièrement de bienveillance, pas seulement au sein de l'espèce humaine, entre les différents membres de l'espèce humaine, voilà, quelles que soient leurs catégories diverses et variées, mais on manque aussi de bienveillance envers le reste du vivant. Marie-Sarah, après la bienveillance et le bonheur. Non, mais je suis vraiment d'accord sur ça, c'est-à-dire que, en fait, moi, je pars des sciences, je suis une scientifique, mais on voit bien que quelque part,
Et c'est comme ça, c'est pas une critique, mais la science, la technique, les experts assèchent un peu la vision du monde. C'est-à-dire que je pense qu'il faut partir quand même de ce qui se rapproche le plus de la réalité et de ce sur quoi on peut avoir la possibilité de discuter, donc la science. Parce que les histoires, sinon chacun a sa propre histoire et se crée une communauté face à une autre communauté qui a une autre histoire, et il n'y a pas de possibilité en fait de réfuter l'autre. Donc moi je pense qu'il faut partir de la science, mais ensuite ces histoires, elles doivent s'incarner de plein de manières différentes. Moi, ce que je fais dans mon travail personnel, mais aussi là, ce dont je vous ai parlé, qui est un travail beaucoup plus collectif, c'est que je cherche à faire refaire des cosmogonies, c'est-à-dire les cosmogonies, c'est le récit des origines et l'explication des mystères du monde, et ça, il y en a plein, mais les sciences n'ont pas vraiment créé de cosmogonie scientifique, et je pense que ça, c'est possible de le faire en venant prendre les connaissances scientifiques et en les métissant avec plein d'autres histoires, plein de mythes avec lesquels il y a des résonances. Et en l'occurrence, typiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'invisible dans lequel on a projeté depuis la nuit des temps des pouvoirs incroyables. Et là, il y a dans l'invisible des êtres microscopiques qui ont des pouvoirs incroyables. Donc, il y a quelque chose qui se rejoint. Et c'est très heureux. C'est-à-dire que moi aussi, je crois à ça. C'est-à-dire que c'est des histoires hyper enthousiasmantes qu'il y a à raconter. Et ce monde microbien, en fait, il faut juste basculer de regard. Il faut juste voir tout ce qu'il y a de merveilleux en fait à comprendre et à découvrir à leur côté. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, c'est juste là, on est dans une impasse et ça n'a pas de sens de continuer de la même comme façon. ça. Ouais. J'aurai encore une question à vous poser juste après, mais j'aimerais bien qu'on passe la parole à la salle. Donc, je vais prendre un micro. On va faire ça comme ça. Qui a une première question? Là, une petite question. Ou une grosse question, une question profonde? Je ne sais pas si ce sera une question profonde. Déjà, merci pour tout ça. C'est super inspirant, ça fait du bien. J'ai une question, parce qu'on parle beaucoup du rapport au vivant qui est culturellement très situé, mais il est aussi socio-économiquement très situé. Là, on est dans le centre de Paris, mais pas si loin de nous. Il y a des adultes, des jeunes, des enfants à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, qui ont un rapport au vivant peut-être plus marqué par les rongeurs que par les renards, qui n'ont jamais vu la mer. Comment on prend en compte ces réalités socio-économiques et ces inégalités sociales dans la question de notre relation au vivant et dans ce rapport et tout ce qu'on a à faire sur la biodiversité, au-delà des enjeux culturels sur lesquels on peut s'accorder? Si tout le monde n'a pas très bien compris la question, c'est compliqué. Non, mais c'est comment on vient poser cette question du rapport au vivant, à l'environnement, en la mêlant à la dimension sociale. Qui veut répondre? Peut-être toi, Philippe? Oui, donc effectivement, il n'y a pas de transformation de société sans équité sociale. Hein. Je parlais du circuit court local pour l'alimentation. C'est un discours assez bobo, finalement, hein, quelque part. Quand on a du mal à nourrir ses enfants, peu importe si c'est bio ou pas. Hein. Donc là, il y a un vrai problème à la fois de pédagogie, puisque ce n'est pas forcément non plus une prérogative uniquement de personnes qui a 2 ou 3 fois le revenu médian français. Moi, j'étais abonné pendant des années à une AMAP. Les gens qui étaient autour de moi n'étaient pas des cadres sup ou des professions libérales. Hein. C'était des personnes modestes, mais qui s'étaient finalement auto-éduquées pour arriver à quelque chose de meilleur dans leur vie. Mais cela dit, effectivement, il y a quand même une nécessité d'équité sociale. Et là, les gouvernants, les élus, les collectivités doivent subventionner effectivement des aspects soit de pédagogie, soit de vie qui permettent à tout un chacun d'aborder ces questions-là. On le voit aujourd'hui, il y a un déficit terrible de ce point de vue-là. Alors heureusement, il y a des associations qui font beaucoup dans ce domaine-là. Par exemple, sur le climat, une association comme Banlieue Climat s'adresse énormément justement à des personnes qui ne sont pas forcément en capacité d'être en contact avec des pédagogues experts dans le domaine. Voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est présent dans tous les rapports des plateformes internationales, GIEC, IPBES, et c'est une évidence, et malheureusement, en fait, on le voit, ce n'est pas mis en œuvre. Donc il y a malgré tout, je pense, un espoir à avoir, hein, c'est qu'encore une fois, la transformation que l'on appelle de nos voeux, elle peut être agréable. Voilà. Merci Philippe. Le problème, c'est d'arriver à l'initier. On va essayer. Alors,
Autre question? Oui. On est dans une société qui s'urbanise, et donc il y a une forme de désertification des campagnes. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour la biodiversité? Le plus gros problème, en fait, cet exode rural, il s'est fait en Europe il y a quelques décennies, et maintenant il se fait dans les pays du Sud avec les mégapoles. Et tout simplement, ce qu'on observe, c'est que sur les 8 milliards d'êtres humains actuellement, il y en a encore 1 milliard qui vit d'espèces sauvages et de pratiques traditionnelles. Ce milliard-là, il est en train finalement de migrer vers les villes, et il va lui aussi dépendre des productions industrielles, alimentaires ou autres, qui sont finalement la condition nécessaire pour vivre en ville. Et c'est là le plus gros problème. On peut parler bilan carbone d'une personne rurale qui va devoir utiliser son véhicule tous les jours, etc. Le plus gros problème, c'est que quand on est dans une ville, on ne peut pas utiliser du maraîchage de proximité. On se nourrit, on est dépendant de circuits de distribution. Et ces circuits de distribution, on le sait, ils génèrent des systèmes industriels dont les externalités négatives sont vraiment terribles. Voilà, donc c'est ça le plus gros problème de la concentration urbaine. Or, les problèmes de vie dans la ville, avec les îlots de chaleur, etc., qui sont très mal gérés par ailleurs. Autre question? Merci. Justement, je veux te répondre à ce que vous venez de dire sur comment transformer les systèmes de distribution, par exemple, pour le rendre compatible avec des productions locales, des circuits courts. Et comment ne pas perdre la foi dans ce qu'on vient de dire, ce qui sont nos convictions, vous ici et peut-être nous tous, comment vraiment transformer nos modèles de production, le modèle agricole. Vous avez évoqué les questions de chasse, les questions de production agricole. Aujourd'hui, tout arbitrage est fait plutôt en débit de bon sens pour favoriser un modèle industriel agricole qui continue à faire des ravages dans les campagnes. Alors justement, l'IPBES va publier dans pas trop longtemps une de ces évaluations collectives. Vous savez qu'il y en a une, vous savez peut-être qu'il y en a une qui a été publiée sur les espèces exotiques envahissantes cette année. L'année d'avant, c'était sur les valeurs de la nature et les utilisations d'espèces sauvages par les communautés autochtones. Là, il va y avoir une évaluation sur ce qu'on appelle les changements transformatifs. Parce qu'effectivement, on voit bien, le problème, c'est pas d'émettre un petit peu moins de gaz à effet de serre, c'est pas de consommer un peu plus bio. Le problème, c'est d'arriver à changer la structure de la société, quoi. Et là, il y a plein d'aspects qui peuvent être évoqués. Je pense, s'il faut en évoquer un seul, je dirais il faut surtout ne pas imaginer, imputer les obligations d'action à une seule catégorie dans la société. On le voit pour le climat, c'est particulièrement délétère. Si on dit aux citoyens faites quelque chose, quelque part, c'est une manière de dédouaner l'État. Si on pose la question aux citoyens, en règle générale, ils trouvent que l'État ou les industriels font trop peu. Le problème, c'est d'arriver à ce que l'ensemble de la société, globalement, en même temps, agisse, parce que c'est la seule manière, finalement, d'être vraiment efficace et de faire qu'il y ait une exemplarité suffisante chez les uns pour inciter les autres. Facile à dire. Merci Philippe. Je vais vous demander à tous les trois de vous lever, parce qu'on va devoir préparer la scène pour la... Non mais je t'en prie, Marie-Sarah, pour la partie dansée qui va arriver juste dans 3 minutes. Mais avant ça, pendant que vous êtes toujours sur scène tous les trois, je voudrais vous poser la question. On vous a demandé quel était le projet qui, à tous les trois, vous enthousiaste le plus. Alors peut-être qu'on peut commencer par Clément, puisque Marie-Sarah boit. Alors à toi. Moi, c'est la Minute du Vivant, parce que c'est très connecté à The Blue Quest, avec une production où en 1 minute, on ramène la biodiversité dans les médias et dans les flux constants qu'on a de médias en fait, dans nos journées, qui sont énormes. Et en plus de ça, j'adore ce projet parce que je trouve qu'il ne laisse pas vraiment de choix. C'est-à-dire, on reparle encore de la puissance de la communication. On a vu beaucoup de campagnes dans le métro. C'est-à-dire que les gens vont avoir cette information quand ça passe sur tous les médias. Et ça, je trouve que ça va obliger... Je ne sais pas exactement à quoi va ressembler cette minute. Est-ce qu'elle va parler? Est-ce que ce sera juste de l'émerveillement? Mais j'adore ce côté de... on amène quelque chose sans que les gens aient forcément choisi d'aller creuser le sujet pour trouver ça. Et que ça devienne en fait tellement présent qu'on soit obligé un peu d'y réfléchir. Merci. Philippe, ton projet? Moi, oui, j'ai bien aimé aussi le tour du vivant, effectivement, parce que en fait, je pense que c'est important de lutter. La caravane du vivant, pardon.
Je pense qu'il est important de lutter contre l'amnésie environnementale. On ne se rappelle pas de l'état de l'environnement de notre enfance ou de celui de l'enfance de nos parents, où on l'idéalise ou au contraire on l'exagère dans ses défauts. Ce qui est important, c'est chaque jour, quelque part, de se rappeler du problème, pas de manière à harceler les personnes, mais de manière à ce qu'elles prennent conscience au quotidien, chaque jour, d'une situation et que ça, y compris de manière positive, mais que ça ne tombe pas dans l'oubli. Parce que le problème de la biodiversité, c'est qu'on, pour paraphraser une chanson célèbre il y a quelques décennies, on y pense et on oublie. C'est toujours le problème du vivant. On y pense un moment, on y pense ce soir, là, mais est-ce qu'on va y penser demain, après-demain, etc. Donc y penser un peu tous les jours, quelque part, c'est mieux s'en soucier. Et ça rejoint la minute du vivant. Et toi, Marie-Sarah, ton projet, coup de cœur? Non, mais tous les projets ont l'air très très intéressants. C'est juste que peut-être j'avais plus d'affinité avec l'idée de, donc c'est nature on-off, de l'idée de déplacer notre regard en donc c'est, enfin, je dois expliquer ce que c'est parce que vous savez, enfin, mais très rapidement, même si je ne connais pas encore très bien le projet non plus, mais il s'agit de changer des éléments dans des tableaux dans lesquels il y a des espaces naturels entre guillemets pour des espaces artificialisés. Et que ça soit voilà, saisissant. Et je pense que c'est vrai que ces détournements, ça peut être une manière de nous projeter dans... Enfin voilà, de nous mettre en mouvement, de nous saisir. Oui, par exemple, le déjeuner sur l'air va devenir le déjeuner sur béton et on aura cette représentation-là. Donc ça devrait peut-être un poil nous alerter. Merci beaucoup à tous les trois. On peut vous applaudir. Merci.